On est parti, on continue? Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Laurent Saint-Félix, je travaille aussi chez Elastic. Par contre, contrairement à Sylvain, moi je suis toujours dans l'équipe DevTools. Ce que Sylvain vous a pas dit, c'est que lui, il était tech lead avant de partir. Et j'ai repris le rôle après qu'il soit parti. Et donc je suis toujours tech lead de la partie langage typé de DevTools. Donc Rust, Go, Java et .NET. Et ce soir, je vais vous expliquer comment ce dont Sylvain vient de vous parler m'a amené à créer une command line en Rust pour Elasticsearch. Donc là, c'est un petit récap de ce dont on va parler. La spécification, c'est globalement ce dont Sylvain vient de vous parler. Mais surtout, ce dont je vais vous parler après, c'est comment j'en suis arrivé à le faire en Rust, pourquoi je l'ai fait en Rust, que j'ai utilisé, et effectivement, après un petit retour d'expérience sur les patterns communs qui sont intéressants pour traduire une API HTTP vers du POSIX, et les petites aventures que j'ai rencontrées en cours de route, parce que tout n'est pas si simple. Un peu d'histoire rapide. Donc ça rejoint ce que disait Sylvain au tout début. À la base, la toute première spécification Elasticsearch, c'était du JSON schema. Ça ne décrivait absolument que les endpoints. Et donc, on n'avait absolument pas de contenu sur le body et sur les requêtes, ce qui est de fait très limitant pour Elasticsearch. Et donc, effectivement, il y a, en 2020, on a décidé de créer la spec. Et c'est ce qui a amené l'équipe Docs à contribuer, c'est ce qui a amené le Logpute OpenAPI, c'est ce qui a amené pas mal de choses. Mais surtout, ce dont moi je vais vous parler ce soir, c'est ce que Sylvain a très brièvement touché du doigt à la fin de son talk, c'est-à-dire le métamodèle. En fait, alors ça je vais passer parce que ça ne nous intéresse pas. La petite bibliothèque dont Sylvain parlait, qui est transpilée en WebAssembly et qui est utilisée dans le WebAssembly pour créer le OpenAPI, c'est une bibliothèque qui est indépendante, qui est entièrement codée en Rust et qui à la base a pour but de prendre le schema JSON de la spécification et de l'utiliser directement en Rust. Cette bibliothèque, c'est une bibliothèque à part entière que n'importe qui peut importer dans son code Rust et utiliser pour pouvoir lire la spécification Elasticsearch. Cette bibliothèque, elle a le gros avantage d'utiliser en totalité le système de type de Rust, et donc d'avoir des enums, d'avoir des results, d'avoir tout ce que vous pouvez attendre d'une API Rust pour pouvoir lire la spécification Elasticsearch dans sa totalité. Et là, en l'occurrence, vous avez accès à tous les endpoints, toutes les requêtes, toutes les réponses, toutes les exceptions, toute la complexité dont Sylvain parlait juste avant. Et un beau matin, je me suis dit, mais attends, en fait, dans l'écosystème Rust, on a tout un tas de composants qui sont intéressants et qui sont hyper matures. Alors, tout en haut, il y a Clap. Clap, c'est un parseur d'arguments. En gros, c'est une bibliothèque qui vous permet de créer des outils en ligne de commande. Cette bibliothèque, elle a plusieurs API. Elle a une API qui est déclarative, donc standard, le code tel que vous le connaissez, et une API qui est basée sur de la génération de macros, donc des macros que vous passez sur vos structures et qui vous permettent après de générer le code automatiquement. C'est intéressant parce que j'ai utilisé un peu des deux et vous allez comprendre pourquoi. Tokyo, qui est le runtime asynchrone de fait, c'est pas le seul qui existe à l'heure actuelle. Mais on est arrivé à un point de maturité tel sur Tokyo que si vous avez un doute, utilisez Tokyo. Tokyo, c'est cool. Tokyo, c'est assez... Il y a eu une époque où c'était un peu compliqué, c'était un peu lourd. Maintenant, c'est quand même relativement léger. Tokyo démarre hyper vite et le support est incroyable. Évidemment, CRD, qui est la bibliothèque de fait de sérialisation, désérialisation. CRD s'appuie énormément sur les macros. Si vous ne savez pas comment ça marche CRD, éventuellement, ça peut être l'objet d'un futur talk. Mais globalement, pour la faire très très simple, pareil, CRD, ça utilise des macros et en fait, ça fait de la génération de code. La sérialisation et désérialisation de CRD, elle est majoritairement générée à la compilation.
et après elle est utilisée par le code pour sérialiser, désérialiser de pas mal de formats. Il y a pas mal de choses qui sont supportées. On a JSON, YAML, XML, enfin tout ce que vous pouvez envisager est supporté par CRD. Et évidemment, donc, dans ces composants, on avait Elasticsearch-RS qui est le client officiel Elasticsearch et la spécification qui a le client schema qui fait partie du compilateur en Rust. Et donc à partir de là, moi je me suis dit, ben, on a les fichiers TypeScript qui sont compilés par la partie JavaScript en métamodèle, donc ce qu'on appelle communément le schema JSON. Et en fait, je me suis dit, mais si tu prends le transport du client Rust et que tu colles ça sur le métamodèle, en fait, il y a moyen de faire un générateur et après, ben, d'avoir tout bêtement une target pour macOS, Windows, Linux, et puis tant qu'à y être, un petit Docker, parce que Docker, c'est toujours cool, c'est beaucoup plus facile, et puis on n'a pas des problèmes de notarisation. J'y reviendrai. Mais du coup, globalement, comment ça marche? Alors là, je vais rentrer dans le dur, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, et on essaiera de faire ça interactif. On va rentrer dans le reste très très vite. Elasticsearch, à l'heure actuelle, c'est 48 namespaces. C'est 583 endpoints. Il y a évidemment un endpoint par namespace. Il y a certains namespaces ont 1 ou 2 endpoints, certains en ont plus de 30. Et du coup, comment on map ça sur une ligne de commande? La solution, elle est simple. On a des namespaces, on fait des sous-commandes. Les sous-commandes, elles ont des targets. C'est super. C'est un arbre, c'est génial. Donc là, je me suis dit, ben, comment on fait pour déclarer un arbre en Rust et faire la sélection? On va utiliser le pattern matching. Ça marche. C'était super. J'ai eu un binaire assez rapidement, avec un clap et avec mes 583 endpoints qui étaient ventilés sur la totalité de la CLI. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, mon binaire, il pèse 24 mégas. Et il pèse 24 mégas parce que j'ai tout mis dans un match gigantesque qui a tout compilé en statique, tout est alloué sur la stack, chaque endpoint a sa propre stack, chaque namespace a sa propre stack. Et donc assez rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé un dispatch qui en fait est un hashmap qui pointe vers des handlers qui sont boxés. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus loin pour comment et pourquoi. Mais globalement, l'idée, c'est que donc le boxing, je sais pas, est-ce que vous êtes tous familiers avec le boxing ou pas du tout? Globalement, le boxing, c'est le fait d'allouer sur la pile et pas sur le tas. C'est-à-dire que non, sur le tas et pas sur la pile. À chaque fois, globalement, en fait, c'est au lieu d'avoir ça directement dans votre process, vous allouez ça sur la mémoire, sur la RAM, au moment où vous en avez besoin. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce que du coup, ça m'a réduit mon binaire de 24 mégas à 7 mégas 8. Toujours dans comment on traduit une API HTTP sur de la command line, les paramètres des URL. Ça, c'est un pattern que Elasticsearch utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'on a souvent des mêmes URL qui ont des arguments positionnels qui en fonction des arguments que vous fournissez, vont souvent pointer vers les mêmes URL. Et là, typiquement, toujours pareil, j'ai utilisé du pattern matching de Rust. Donc là, vous avez un simple exemple. Donc ça, c'est l'API index. Si index et ID sont pourvus dans votre commande, vous avez la première URL qui va être utilisée, et sinon, ça va tomber sur la deuxième. Ça, c'est juste un extrait. Il y a beaucoup de patterns différents qui ont été gérés
mais le pattern matching vous permet assez facilement d'utiliser toutes les URL Elasticsearch. Évidemment, le défaut, c'est celui qui n'a aucun argument. Les query strings, on en a beaucoup dans les API Elasticsearch. C'est probablement une des choses qui a été les plus faciles à mapper. Les query strings, c'est toujours optionnel. Vous pouvez avoir des valeurs par défaut, j'en ai quelques-unes, elles sont assez rares, mais du coup, comme c'est toujours optionnel, en reste, c'est facile, c'est des options. Et ces options, elles deviennent des flags dans Clap. Je vous montrerai, je vous ferai une petite démo à la fin, vous allez tout comprendre. Pour les sorties et les entrées, c'est facile. Les fichiers et les pipes vers std_in, les réponses vers std_out, et les erreurs vers stdr. C'était simple, hein. Je me suis dit, vas-y, on fait ça. Alors sur le std_in, évidemment qu'on veut du std_in, mais par convention, souvent, quand on pipe d'un fichier, d'un cat par exemple, vers une commande, bah, on utilise dash par convention pour explicitement lire depuis le std_in. Mais souvent, les gens, ils veulent aussi pouvoir passer un nom de fichier, ou ils peuvent vouloir directement piper d'un process à l'autre dans votre command line. Et donc, vous êtes obligé de gérer la totalité de ces cas. Sur le std_out, ça a l'air simple, toujours pareil, mais il y a plusieurs petits gotchas qui sont principalement liés au fait que moi, je travaille du coup dans un environnement qui est asynchrone. Pensez à gérer vos broken pipes, parce que personne n'a envie d'avoir une backtrace s'il fait un CTRL-C sur votre command line. Et surtout, attendez toujours que votre buffer il soit flushé avant de rendre la main. Parce que sinon, vous allez rapidement vous retrouver avec des bouts de JSON partiels dans votre sortie standard, et vos utilisateurs ne mèneront à rien. Faites gaffe d'ailleurs, petit sujet là-dessus, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous sortez sur un pipe, la sortie standard, elle est bufferisée. Donc la sortie sur un pipe, si vous le sortez sur un fichier, vous n'aurez pas ce problème, parce que le kernel le gérera pour vous de manière implicite. Par contre, si vous sortez directement sur le terminal, lui, il ne vous attendra pas. Et sur les sorties standards, sur les erreurs, pareil, sur le broken pipe. Juste un petit mot, faites attention à vos codes d'erreur. Clap gère pas trop mal les codes d'erreur, mais faites gaffe si vous avez un panique, si vous êtes vraiment dans le worst case scénario, sortez avec un code d'erreur 1. C'est très important parce que vos utilisateurs, ils vont vouloir utiliser votre command line dans du script, dans des pipelines, dans des choses qui ne sont pas forcément interactives. Et si vous ne le faites pas, Clap ne va pas forcément le faire pour vous. Et le cas où ça panique, où ça backtrace et où vous sortez avec un grand éclat, Clap, il lève les mains et il vous dit « tu te débrouilles ». C'est plus mon problème. Dans les petites choses évidentes, et ça, c'est vraiment un retour d'expérience de pas mal de mes utilisateurs. Les variables d'environnement, c'est bien. Vous avez difficilement besoin de plus que des variables d'environnement. Donc Clap gère par les annotations sur la structure de config le chargement depuis les variables d'environnement. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est .inv, qui est une crate qui permet de charger directement, littéralement, un fichier .inv qui est dans le répertoire courant. Typiquement, c'est quelque chose chez nous, les solution architectes qui ont pas mal de clients et qui ont des topologies assez différentes. Quand ils servent de la command line, eux, ils ont un dossier par client, ce qui leur permet d'avoir les clés d'API et les adresses dans les .inv, et comme ça, ils ont juste à changer de répertoire quand ils changent de client. Et la command line lit directement le fichier et les variables d'environnement directement depuis le .inv.
Et là, on va rentrer un peu dans le dur. Alors, un peu de contexte, un peu d'explication. La majorité de la command line est générée depuis la spécification Elasticsearch. Et malheureusement, il y a certaines commandes que moi, je trouve, qui manquent à l'API Elasticsearch. Et donc, je voulais rajouter des fonctions qui étaient codées à la main, en statique. Donc, pour ça, il a fallu que j'ai quelque chose, un point pour pouvoir me plugger. Et donc, c'est ce trait que j'ai appelé exécutor. Et donc, forcément, moi, je me suis dit, vas-y, tu fais un trait, tu le pousses, et puis éventuellement, à un moment donné, tu rentres ça dans ton arbre de commande, et ça va être super. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte asynchrone. Et que quand l'async a été stabilisé en 1.75, ils ont tout validé, sauf les traits asynchrones. Et à l'heure actuelle, le compilateur ne sait toujours pas évaluer la taille à la compilation de la future qui est retournée par un trait asynchrone. Du coup, la solution à l'heure actuelle, c'est d'utiliser async trait. Donc ça, c'est vraiment la solution officielle. C'est une crate. Vous ajoutez une annotation sur votre trait et vous ajoutez la même annotation sur les types qu'il utilise. Et en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va ça va forcer le compilateur à boxer le trait à la compilation de manière à ne pas avoir à gérer la taille de la future. Ça a l'air de rien, mais c'est pas si évident à comprendre. Un petit mot sur la compilation. La majeure partie du code qui est généré par le générateur, j'ai utilisé Genco. Genco, c'est une bibliothèque qui est dédiée à faire de la génération de code. Le bon côté, ça utilise des macros. Donc, ce que vous voyez là, le quote en haut, c'est littéralement la macro de Genco. C'est super parce que ça vous permet d'avoir directement le code de vos templates dans le code Rust. C'est génial parce que ça vous permet d'avoir la coloration syntaxique, ça vous permet de débugger directement dans votre IDE. Ça a beaucoup d'avantages. Le principal inconvénient, c'est que c'est des macros. Et que moi, je génère des milliers de lignes avec ces macros qui ne sont absolument pas cachés. Donc ça prend littéralement des plombs. Je suis arrivé au point où je pense qu'une des évolutions du générateur de la CLI, ça va être de dégager Genco et de passer sur un templating plus classique, qui va être un peu plus pénible parce qu'il va falloir que je refasse tous les contextes à chaque fois, mais qui sera beaucoup plus rapide à utiliser. Maintenant, Genco m'a beaucoup servi dans la phase de R&D, la phase initiale. La bibliothèque est vraiment très très chouette. Il y a pas mal de docs. C'est pour commencer, ou si vous avez des besoins, on va dire, plus modestes, vraiment, jetez-y un œil, c'est très très chouette. La lib a une petite limitation parce qu'elle s'attend, si vous voulez avoir pour le debug, quand vous générez le code, si vous êtes en nightly, vous faites le formatting automatiquement, ce qui n'est pas le cas si vous êtes sur la stable. Un petit mot sur l'autocomplete, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans Clap et qui est vraiment, vraiment, vraiment bien caché par le mainteneur à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est vraiment une volonté ou si juste il est mauvais en doc. Je suis le premier à être mauvais en doc, donc je lui jette pas la pierre. Le Clap a une sous-bibliothèque qui est Clap Complete. Clap Complete, globalement, ça vous permet, la doc par défaut vous pousse à générer la complétion au build time. Donc avec un build RS ou ce style de choses. En fait, il s'avère que Clap vous permet de générer dynamiquement la complétion depuis le binaire que vous avez sur votre système. Donc c'est une feature qui est derrière un flag qui s'appelle Unstable Dynamic
et qui supporte donc Bash, Elvish, Fish, PowerShell et ZSH, ce qui est quand même pas mal. Et là, je vous ai mis juste en dessous le petit exemple en Bash, qui littéralement, en fait, vous permet de sourcer. Donc, vous avez cette variable d'environnement qui s'appelle complete, qui est égale à 1 des shells qui est supporté en haut. Et en fait, à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez l'autocomplétion, la table complétion dans votre terminal pour votre... Et tout ce que ça fait, c'est que ça rajoute une petite fonction dans votre bash RC ou dans votre RC selon le shell que vous utilisez. Et ça, c'est très très cool. Pour l'instant, j'ai pas réussi à le mettre en défaut. Ça marche hyper bien. Petite démo. Hop. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Hop. Alors, je vais juste... Le Mac a décidé que c'était le soir et que... Ben oui, bien sûr. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble? Là, vous avez la structure de config de la command line avec les variables d'environnement, un main asynchrone. Et donc, en fait, après, tout ce que je fais, c'est que je fais un peu de setup, je crée le transport de la lib Elasticsearch. J'ai un tout petit peu de validation custom pour les API key et les username password, parce que si vous donnez le username, je m'attends à avoir le password, mais si vous me donnez username et password, j'utilise la API key et inversement. Et en fait, le main, il est relativement court. Il s'arrête, donc vous voyez ici, il y a un dispatch. Et après, ça exécute la requête. Et très rapidement, on se retrouve avec un résultat et on sort. Donc là, littéralement, la requête, elle est exécutée par le transport send. Le transport, c'est littéralement la couche la plus basse du client Rust pour Elasticsearch. Et donc le dispatch, donc c'est là ce que je vous disais, ça c'est le type qui tient la totalité de l'API de la CLI. Donc c'est une HMAP avec des clés et non mais c'est juste, je voulais juste m'arrêter là-dessus viteuf. Oh alors, on peut y aller. Hein. Mon curseur il est là. Search. Et en fait, là-dessus, donc tout ça, évidemment, tout ça c'est généré. Et après, j'ai juste un peu de... Donc après, si vous regardez bien, toutes les commandes, donc chaque commande en fait est une URL, elle est préfixée par son namespace. Et après, j'ai juste un peu de logique pour unpack la requête et choisir celui qui me convient. Et après, j'ai une commande qui là est la commande clap et qui est utilisée pour tout ce qui est autocomplétion, tout ce qui est documentation. Tout ça, c'est de la tambouille interne de clap. Il en a besoin pour savoir comment vous régurgitez ça dans la command line. Donc cet arbre-là correspond à la collection que vous avez vue au-dessus. Et si je prends un exemple simple, search. Search, c'est... Donc search commence ici. Donc littéralement, c'est une structure. Chaque structure tient la totalité des arguments disponibles pour ce endpoint. Donc là, vous avez majoritairement, vous avez de toute façon toutes les query strings, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute la doc. Parce que toute la doc,
et dans la command line directement issue depuis la spécification. Et donc ça, c'est le petit bout, c'est le petit stub que vous avez juste avant qui vous permet en plus d'avoir la description du endpoint. Et après, vous avez un exécuteur qui reprend tous les query strings et après fait sa petite tambouille dans ce que je vous ai montré sur les inputs, les headers, le choix de l'URL et retourne un transport args qui est prêt à être exécuté. Globalement, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est à peu près 600 fois. Donc après, je vais pas vous éclater le crâne. Il y a beaucoup de cas spécifiques, il y a beaucoup de petites choses à gauche, à droite. La seule chose dont je voudrais vous parler rapidement, que je vais vous montrer, c'est donc tout ce que vous voyez à gauche qui est dans source est généré. C'est-à-dire le error, le enum, le command, le main, même le main est généré et la totalité des namespaces. Vous voyez là, vous avez la totalité des namespaces d'Elasticsearch. Par contre, j'ai une petite partie qui est statique et qui, elle, a une... je vais fermer mon terminal. Et qui, elle, a une commande qui, moi, m'a beaucoup manqué et qui sert beaucoup au SA et au SRE chez nous. C'est dump. Dump, vous lui donnez un index Elasticsearch, ça parcourt l'index Elasticsearch, donc ça utilise le client Elasticsearch en Rust. Ça va parcourir la totalité de l'index Elasticsearch avec un nombre de batchs de documents tels que vous lui avez spécifié. Et ça va vous sortir ça dans un ND-JSON qui est prêt à être réindexé directement dans Elasticsearch. C'est quelque chose que Elasticsearch n'a jamais su faire depuis des années et quelque chose qui nous est très utile au quotidien. Moi, je passe ma vie à restaurer, à dumper des index et à les restaurer. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, la commande est assez longue et c'est assez compliqué. Et donc, juste en dessous, vous avez... Hop. Donc ça, c'est le générateur. Et donc, le générateur, donc forcément, il a la licence. Lui, il prend le schema JSON en entrée. Et il utilise... Donc ça, c'est serde.json from stir de index model. Et ça, c'est littéralement le moment où on prend le JSON, on le lit, et à partir de là, le modèle, j'ai une structure, j'ai un arbre complet en Rust typé de l'API Elasticsearch. Et à partir de là, je parse endpoint par endpoint, namespace par namespace. Et après, on écrit tout ça sur le disque. Et voilà. Et à la fin, on a une magnifique ligne de commande en Rust. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble? Allez. Alors, ça dépend. On parle de quelle partie? Alors, la génération de code, donc c'est-à-dire prendre la spec, la lire et dumper tous les fichiers, 2 secondes. Ça, c'est facile. Le command line à compiler. Alors, je triche un peu parce que sur le M3 Pro, ça prend un peu moins de 10 secondes. Sur un runner GitHub Action anémique, à peu près un quart d'heure. Ouais. Et du coup, j'ai aussi le cas de la cross-compilation parce que je génère quand même des binaires pour macOS. Et la cross-compilation en macOS, ça me prend 3 quarts d'heure. Mais encore une fois, c'est avec des GitHub runners un peu anémiques. Et à la base, le Docker, je l'ai fait, entre autres parce que j'ai des solution architectes chez nous qui travaillent avec des banques et donc qui sont dans des environnements contraints et ils ne peuvent pas installer des binaires. Et donc le Docker était vachement intéressant parce que ça leur permet de tracter directement l'image. Et comme en fait Docker, c'est dans un environnement sécurisé.
ils ont le droit d'exécuter le binaire, et comme ça fait de la sortie standard, ça marche. Ça va. Les IT de banque qu'on ne citera pas. Je vais lâcher ça 2 secondes. Hop là. Il se barre ce truc. Tiens, merci. Ouais. Tiens, regarde. Est-ce que j'ai un binaire? Yes. Non, ça va pas le faire. Tiens, regarde, on va faire ça. Est-ce que j'ai une instance Elasticsearch? Ah, j'ai pas d'instance Elasticsearch. Comment? Donc ça c'est Start Local. Si vous ne connaissez pas et que vous utilisez Elasticsearch, je vous encourage fortement à... Ah, il me dit qu'il a déjà un environnement. C'est un de mes collègues qui fait ça, Enrico. Globalement, c'est un script bash qui va vous setup un Elasticsearch. Attends, on va faire ça comme ça. Ah, mais j'ai peut-être pas Docker qui tourne. Mais oui. Comment ça, Docker Desktop is blocked? Ouais, ça va pas... Bon, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble la command line. Donc la command line, si vous la lancez basiquement, elle vous ressort par défaut, par convention chez Elastic, on vous sort toujours le core namespace. Donc le core namespace, c'est là où vous avez info, search, toutes les commandes basiques d'Elasticsearch qui vous permettent qui sont utilisées par la plupart des gens qui font du Elasticsearch. Si vous voulez la version complète, vous faites --help, et là, vous avez la version complète avec toute la description de tous les sous-namespaces, de tout ce que vous pouvez faire. Et donc, typiquement, là, si on lui demande search et que je fais un --help, vous avez la totalité de la documentation de search, qui est très exhaustive. Et là, tiens, si je... Là, si je fais escli... Donc là, juste ce que j'ai fait juste au-dessus, c'est que j'ai déclenché l'autocomplétion. Donc moi, j'utilise fish. Donc j'ai dit complete fish, escli, pipe source. Et à partir de là, fish, il sait autocompléter directement la ligne de commande. Et donc ça, c'est compléter ce que vous voulez. C'est-à-dire que typiquement là, je peux aller chercher dans le core namespace, mais je pourrais très bien aller chercher dans ML, où il y a tous les endpoints de machine learning. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de rigolo? ISQL par exemple. Oui, c'est Clap Autocomplete qui te le gère. Et ça te le génère automatiquement. Bravo. Alors la version de base, il faut faire gaffe parce que la version de base de Clap Autocomplete, elle va te proposer de le générer ahead of time. Donc de te faire un fichier qui va être sourcé par le shell. Fais gaffe parce que si moi, dans mon cas, j'ai 583 endpoints, ça fait un fichier qui est plus gros que le binaire. C'est pour ça que le sourcer directement depuis le fichier, c'est intéressant. Ça, plus le fait que le sourcer directement depuis le binaire, ça t'apporte aussi la garantie que l'autocomplétion, elle est faite en live par le binaire que tu as installé sur ton système.
Donc, tu ne peux pas avoir de différence entre ton fichier généré et ton binaire. Et donc, typiquement, sur ISQL, donc pareil, vous voyez que les flags sont autocomplétés, ils ont leur doc. Si vous faites un query --help, vous avez exactement les mêmes flags avec la doc. Je suis un peu emmerdé parce que, remarque sinon. Vous m'accordez 30 secondes? Non, parce que bon, je me dis, Docker, il veut pas, alors une petite instance serverless, ça marche. Si vous ne connaissez pas serverless, c'est notre offre SaaS. Non. Ouais, Google Cloud, c'est bien. On va essayer de la mettre pas loin. Une petite minute, comment? Oui, bah oui, on va prendre les questions en attendant. Allez. Le temps que serverless démarre, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est possible de faire de la complétion dynamique? Par rapport à l'autocomplete, tu veux dire? Alors oui, techniquement, c'est possible. Parce que alors là, pour le coup, je vais te renvoyer à la doc de la fonction, mais en fait, l'auteur a fait ça hyper pluggable, et en fait, donc lui, il fournit l'autocomplétion pour les shells dont je parlais, mais en fait, tu peux techniquement fournir une autocomplétion pour ce que tu veux. Et dans tous les cas, à la base, lui, il fait ça à partir de ce qu'il a interné en termes de string et tout ça. Mais j'imagine que oui, tu peux coller n'importe quel backend derrière, et tu pourrais, on peut imaginer que tu peux inventer un type de shell et du coup rajouter ce que tu veux derrière. Tu penses à quoi? D'accord. Ouais, ok, je comprends. Ok, cool. Question suivante? Ouais. Excellente question. Oui. Ouais, ça fait partie des choses qui n'étaient pas forcément... Le client Elasticsearch, en Rust, à l'heure actuelle, il est asynchrone uniquement. Et il a été monté pour être asynchrone uniquement. On a discuté de nombreuses fois de la possibilité de le rendre synchrone éventuellement. Il n'y a pas une grosse demande pour ça. Du coup, bon, à un moment donné, j'ai un peu plié la CLI à Tokyo. Moi, j'avais commencé avec Async STD, qui est légèrement plus rapide au démarrage et qui est plus léger, mais qui pose des problèmes pour la gestion des entrées-sorties, et notamment sur le STDI. J'avais des petits problèmes et que Tokyo enfin surtout Tokyo 2 a réglé ces problèmes qui existaient déjà dans Tokyo 1, mais qui ont été réglés depuis. Igor. J'aimerais bien. J'y travaille. J'y travaille. Après, alors, la vraie réponse, c'est je pense pas qu'on remplace Kibana jamais. Kibana, à l'heure actuelle, ça fait tellement de choses. Je pense que les gens se rendent plus compte à quel point Kibana est gigantesque. Mais il y a des gens dans Elastic, il y a déjà des gens qui ont fait des TUI, notamment en Rust. Il y a des semaines d'innovation qui ont été passées sur des tentatives, et il y a déjà des gens qui ont fait des petits POC, notamment avec Ratatouille. Et c'est pas mal. C'est chouette. Après, bon, pour l'instant, ça reste à l'état de proof of concept. Est-ce que vous avez d'autres questions?
chemin aujourd'hui pour rajouter de nouvelles routes dans l'API? Parce que du coup, il faut éditer la spec initiale et après, c'est quoi la suite? Là, à l'heure actuelle, tu veux dire dans le command line ou en général? Au jour le jour, dans la vie d'Elastic, Oh, là, euh, qu'est-ce qui est autogénéré, qu'est-ce qu'il faut coder soi-même? là, alors, donc la question c'est quoi les étapes pour rajouter une API dans Elasticsearch? Globalement, en général, ça commence par Elasticsearch crée une nouvelle API. Donc, il y a une nouvelle route qui est déclarée, tout ça. Nous, ce qu'on demande de plus en plus, c'est aux développeurs d'Elasticsearch qui ont créé l'API de contribuer à la spécification, la route et tout l'arbre de type pour les requêtes et les réponses. À partir de ça, de toute façon, on a un job. À partir du moment où cette pull request-là, elle émergeait, on a un job qui génère automatiquement et le schema JSON et la version OpenAPI pour la doc. Et à partir de là, une fois que le schema JSON il a été généré, après ça passe dans les clients, dans la CLI, et tout ça de manière automatisée. Donc après, tout le reste, en fait, tous les clients, toute la génération sur les endpoints, les types, pour tous les clients, c'est totalement généré. C'est que du code généré, c'est totalement automatisé. Merci. Et si on regarde le client Java que je connais bien, c'est 600 000 lignes de code. Il y en a 99%, mais vraiment 99% qui est généré. Voilà. Là, j'ai pas regardé sur la CLI, mais j'ai pas envie. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de code. Je peux te laisser ça 2 secondes? Je vais virer ça. On va prendre ça. Voilà. Et donc ça, ce que vous venez de voir là, c'est moi qui ai déclaré... Bah attends, je te reprends ça. C'est moi qui ai déclaré donc l'URL qui est sur Gcloud, qui vient d'être de l'instance qui vient d'être popée, avec l'API key qui a été créé par défaut. Vous en faites pas, l'instance elle sera détruite juste après. Et donc quand je fais ESCLI info, là ce que fait le client, enfin la ligne de commande, c'est qu'elle va directement taper le info sur le cloud et elle me ressort directement les infos qui sont retournées par Elasticsearch. Et si je lui demande un dash pretty, Elasticsearch me le formate automatiquement. Qu'est-ce que je pourrais... Donc là, j'ai un jeu de données qui s'appelle employees.ndjson, qui est un jeu de données qui est relativement classique. Oh, ouais, effectivement, la résolution, elle est un peu basse. Mais en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Est-ce que vous voyez le bas de l'écran? Peut-être pas. Si, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé juste une requête from employees au endpoint query de Elasticsearch et je lui ai demandé de me le ressortir en format TXT. Dans l'absolu, c'est quoi les formats de CSV? CSV. Ça marche. Et non, et voilà, et après, vous pouvez manipuler la totalité de vos index. Vous pouvez avoir tout ce qui est possible de faire par l'API, vous pouvez le faire dans la ligne de commande. Et tout ça, c'est généré automatiquement depuis la spec, et ce qui fait que dès que la spec est mise à jour, ben, je régénère l'API sur le CLI, et c'est dispo, et vous pouvez l'utiliser. Et évidemment, c'est open source et sous licence Apache 2. Ouais, bien sûr, tout est dedans. Tout est dedans. Tiens, attends. Je vais revenir là-dessus.
Tout. Ouais, j'avais une petite slide à la fin, mais les évolutions que moi je me prévois pour mon propre bonheur, ajouter une command load parce que j'ai des SA qui aiment bien avoir des fichiers ND.json qui font 10 gigas et qui aimeraient bien les charger dans des instances sur le cloud. Eux, ils trouvent ça rigolo, moi moins, mais bon, ça leur fait plaisir, donc je vais le faire. Ce que j'aimerais bien faire, alors ça c'est un vœu pieux, mais c'est l'autocomplétion sur les requêtes Elasticsearch directement dans la ligne de commande, un peu à l'image des DevTools de Kibana. Ça serait chouette. C'est totalement faisable, mais celle-là, elle est un peu rude. Il faudrait que je transforme les docs qui, à l'heure actuelle, sont en Markdown dans la spec vers des formats compatibles ASCII, de manière à ce qu'on ait les couleurs, le gras, les italiques, enfin tout ce que la docsteam se tue à contribuer à la doc sur la spec, et ça serait cool. À l'heure actuelle, vous avez directement le Markdown qui est dans le terminal. C'est pas illisible, mais c'est pas génial. Générer les man pages. Les man pages, c'est un pet peeve personnel. J'aimerais bien générer les man pages. La difficulté, c'est que pour générer les man pages, il faudrait que je sorte la totalité des commandes dans une lib externe pour pouvoir builder les man pages, parce que la génération de clap se fait uniquement au build pour les man pages. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est pas hors de portée, mais ça demande pas mal de refactoring. Et à la fin, un petit REPL pour ISQL, ça serait vraiment chouette, parce que Elasticsearch a un nouveau query language qui s'appelle ISQL, sur lequel Sylvain travaille actuellement, et qui est clairement le futur d'Elasticsearch, et qui nous ramène un peu plus proche d'une base de données classique. Et donc je me dis que rajouter un petit REPL dans la ligne de commande, ça serait sans doute sympa. Voilà. Merci.